Eh Comment ben, bienvenue à tous et à toutes. On est ravis de vous retrouver ce matin avec Asna et Samuel. Alors, vous êtes là ce matin dans le cadre de l'Enactos Festival. Pour ceux qui connaissent pas, qui font pas partie de la communauté, bah, c'est un festival qu'on a décidé de passer 100% en digital cette année. C'est un festival qui célèbre des étudiants et des étudiantes qui, depuis plusieurs mois, se sont engagés dans des projets d'entrepreneuriat social, des projets entrepreneuriaux au service de la société. Et donc, ben voilà, pour vous, la plupart d'entre vous, vous travaillez depuis des mois sur ce projet, et même pour certains depuis des années. Et l'idée, c'est de mettre en valeur toutes ces initiatives. Et cette année, on a 39 projets qui sont mis en valeur dans plus de 60 établissements. Donc, on est vraiment ravis. L'idée, c'est de célébrer ces projets-là, ces étudiants engagés, mais c'est aussi de continuer, bien qu'on soit en ligne, à vous inspirer. Et donc, on est ravis d'avoir organisé des rencontres. Hier, on a démarré les rencontres avec Julie, qui est la cofondatrice de Yuka. Et on continue aujourd'hui. On est ravis d'accueillir Samuel et de faire connaissance avec toi, Samuel, sur voilà, ton parcours, l'association Coexister et bien plus. Voilà, et avant de te présenter, Samuel, on va se présenter, nous, avec Asna très rapidement. Moi, je suis Cédriane, je suis la directrice régionale en Auvergne-Rhône-Alpes d'Enactos. Et Asna. Et donc, moi, je suis la responsable des Nactas lycées, donc je m'occupe plutôt des lycéens. Voilà, et puis on voulait juste vous rappeler, avant de présenter Samuel, comment est-ce qu'on va fonctionner. Vous dire que, voilà, vous dire on vous propose, quand vous parlez pas, en fait, de couper votre micro, mais de garder votre caméra allumée parce que c'est plus sympa. On va prendre vos questions dans le chat et donc Asna vous prendra toutes vos questions dans le chat et s'il le faut, vous laissera la parole aussi. Et puis ce qu'on vous propose, c'est d'être, si possible, déconnecter votre téléphone, pour être concentré un petit peu sur ce temps qu'on est ravis de partager avec vous. Donc là, je pense que Samuel est en train de tweeter en direct. Exact. Enfin, c'est une story Instagram, mais c'est ça l'idée. Ouais. Story Instagram. Je suis trop content d'être avec vous, alors du coup, je partage. Ouais, super. Nous aussi, merci d'être là. Donc, le temps que tu finisses ta story, je vais parler de toi, Samuel. J'ai fini là, donc comme tu veux, si tu veux Pas de m'interrompre. souci. En fait, tu as eu une idée absolument géniale. Tu t'es dit, en fait, on est tous très différents de par notre histoire, de par nos origines, de par nos convictions, de par nos religions. Mais finalement, cette différence et cette diversité-là, c'est pas un problème et c'est au contraire une force pour passer à l'action et une force pour justement mieux vivre ensemble. Et cette intuition, en fait, tu l'as eue très jeune, à 16 ans, et tu as fondé l'association Coexister, qui est devenue aujourd'hui même un mouvement, on va dire, européen. Est-ce que tu peux nous le présenter en deux, trois mots? Oui, le mouvement Coexister, je vais fermer la tête parce que j'entends qu'il y a des travaux. Le mouvement Coexister, aujourd'hui, c'est un mouvement de jeunesse et d'éducation populaire qui est dans une cinquantaine de villes en France que peut-être certains ou certaines ont déjà rencontré sur leur parcours et qui propose des parcours d'un an, de septembre à juin, pour apprendre à vivre ensemble la différence de convictions religieuses et spirituelles. Et chaque parcours dure une quarantaine d'activités, on va dire une quarantaine de soirées, incluant des actions de dialogue, de conversation pour parler de nos spiritualités, religions, donc juifs, chrétiens, musulmans, athées, agnostiques aussi. Et puis, incluant aussi des actions de solidarité pour incarner la devise du mouvement à laquelle on tient beaucoup, qui est diversité de convictions, unité dans l'action, de manière à découvrir que ce n'est pas ce qui nous ressemble qui nous rassemble, mais que ce qui nous rassemble, c'est justement ce qui nous fait converger sur des projets communs, mais avec des convictions qui sont parfois contradictoires entre elles. Bien que contradictoires, elles ont des points communs dans le service des autres et l'action sociale. Donc ça, c'est le cœur de la pédagogie de Coexister. Il y a à peu près 2000 jeunes par an qui suivent cette pédagogie sur le terrain. Et puis, on est aussi un petit peu connu, peut-être qu'on vous a croisé aussi dans ce cadre-là, vous me direz après, parce qu'on intervient en milieu scolaire dans la lutte contre les préjugés antisémites, racistes et islamophobes. On rencontre 25 000 collégiens et lycéens par an dans un atelier de 2 heures qui s'appelle l'atelier Coexister, qui est juste un petit plantage de graines
pour favoriser le vivre ensemble dans 500 établissements scolaires chaque année. Super, merci. On va avoir l'occasion d'en reparler. Vous avez une actualité aussi, j'ai vu ça sur le Kiffe ta rue. Tu peux nous en dire 2 mots? C'est quoi Oui, alors Kiffe ta rue, ça vient d'être lancé là spécialement pour le 16 mai. C'est une opération un peu exceptionnelle. Coexister, c'est d'abord un mouvement qui propose un parcours au long cours, donc on est peu friand des projets typiquement comme les festivals que vous organisez là. Nous, c'est pas notre point fort de faire des événements temporels. On est plus sur du temps long. Mais là, quand même, on s'est dit avec le confinement, il y a des choses intéressantes à faire. Et donc, on a proposé, à l'occasion de la Journée internationale du vivre ensemble, qui est donc chaque année le 16 mai, de faire une opération Kiffe ta rue, où en fait, dans le rayon autorisé de 1 ou 100 km, en fonction des départements, de pouvoir aller manifester son amitié, son soutien à ses voisins, avec des banderoles de messages positifs. En fait, on avait lancé cette opération à l'origine dans les vagues terroristes en France, où on avait lancé Kiffe ta mosquée, Kiffe ton église et Kiffe ta sina, où le but était d'entourer un lieu de culte avec une banderole de messages. Et ça avait ému énormément de gens, des juifs victimes du terrorisme avec Mohamed Merah en 2012, des mosquées victimes parfois d'insultes, de menaces islamophobes ou de têtes de cochon déposées devant la porte, etc. Et ça avait tellement marché cette opération Kiffe ton église, ta sina, ta mosquée, qu'on s'est dit on va la réappliquer à Kiffe ta rue, puisque la rue c'est notre nouvelle maison depuis 3 mois en France. Ouais, c'est clair. Super, bravo. Alors, on va faire connaissance déjà avec ton parcours. Voilà, en fait, ce qu'on va vous proposer, c'est d'abord de faire connaissance avec toi à titre personnel, voir qui es-tu. Et puis après, on verra un peu aussi ton parcours d'entrepreneur. C'est important parce qu'on est aussi, nous, on s'adresse à des étudiants entrepreneurs sociaux. Et puis, j'aimerais aussi te poser quelques questions sur sur la société française, parce que tu apportes un regard vraiment intéressant. Et donc, pour démarrer, en fait, pour mieux te connaître, tu vas pas nous présenter ton chat, tu vas pas nous présenter ton frigo, tu vas nous présenter ta bibliothèque. Exactement. Donc, du coup, voilà, c'est hyper sympa. Et pourquoi ta bibliothèque? Pourquoi alors, ma bibliothèque, vous devez la voir, elle est le personnage inconnu de cette visioconférence, elle est sur l'écran là, en ce moment, elle s'appelle Bibliothèque d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez en galerie. Donc je vais partir la voir après, je vais la visiter dans une seconde. Il faudra juste allumer le micro. Pas de souci. Parce que je suis un grand lecteur, alors surtout d'essais. Quand j'ai créé Coexister à 16 ans, j'ai arrêté de lire des romans. Et c'est marrant parce que l'année où j'ai pris une année de césure en 11 ans d'entrepreneuriat, et cette année de césure, j'ai bouffé une quinzaine de romans. Donc, je n'ai pas d'explication rationnelle, mais j'ai l'impression que dans ma vie à moi, il y a une incompatibilité entre le roman et l'action. Je ne sais pas pourquoi, mais par contre, je bouffe pas mal d'essais. Et puis, je suis enseignant à Sciences Po, donc je dois quand même maîtriser pas mal des livres qui sortent sur les sujets que j'enseigne. Mais voilà, le livre, c'est quelque chose de très important pour moi. Quand je déménage quelque part, j'ai tendance à acheter tout ce que j'ai accumulé dans l'appart précédent, sauf les livres. Et aussi 2 objets dont je t'ai pas parlé au téléphone qui sont à côté de ma bibliothèque. Donc, si on a le temps, je déplacerai ma caméra et je vous montrerai les 2 objets les plus importants. Je change de pièce ? Allons-y, allez, et on active le son dans la bibliothèque. Excellent. C'est bon, vous m'entendez ? Ouais, on t'entend. Ok, trop bien. On n'entend pas l'autre ordinateur en écho ? Si, on va le couper. Ah, trop bien. Parfait. Alors, je vous présente la bibliothèque, c'est ça ? Oui, vas-y. T'as mis en écran principal l'autre. Non, c'est bon ? Non, on te voit bien. Attends, mais en fait, je sais pourquoi. J'arrive, bouge pas, je vais couper le son. Attends. Non, je vais... Hop. C'est bon, j'ai compris. Normalement, là, ça va. C'est parfait. Nickel. Ok, alors ma bibliothèque, déjà c'est un peu bizarre parce qu'il y a une partie de ma bibliothèque que j'ai pas fait du tout le rituel de fin de scolarité où en général on brûle tous ses cours. J'ai gardé tous mes cours. Donc c'est des espèces de grosses boîtes noires que vous voyez ici. Ça c'est des cours de double cursus. Enfin, cela dit, au bac j'ai jeté pas mal de choses, j'avoue. Mais en double cursus, j'ai tout gardé. Donc là il y a mon cursus de sciences politiques au premier étage et au deuxième étage c'est mon cursus d'histoire. Alors j'ai fait d'autres études ensuite en sciences des religions et puis en entrepreneuriat social à Cambridge, mais j'ai gardé le fondateur en bas, un peu comme les fondations. Et d'ailleurs tout en haut, je ne sais pas si on voit là-bas, voilà, les livres les plus en haut, c'est les livres que j'ai été obligé de lire dans ma scolarité. Tu
Tu les as pas achetés, tu les as gardés. Non, je les ai gardés. Alors, parfois, il y en a que je vends parce que je les trouve vraiment trop nuls ou trop boring, mais parfois, il y en a que je partage. Mais globalement, j'y tiens quand même parce qu'il y en a qui sont tellement pliés et fluotés que j'y tiens beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont étudiants dans des sciences humaines ou sciences politiques, mais il y a les monuments Bernstein et Milza, les livres d'histoire là, du XXe siècle qui sont dedans. Et puis, alors, il y en a un en particulier que je vais vous montrer. Montre-nous. Ça, c'est un des livres les plus bouleversants que j'ai lu dans ma vie. C'est un cours au Collège de France qui a duré 3 ans, de Pierre Bourdieu, qui est l'une de mes idoles. Et il a écrit un livre qui s'appelle Sur l'État. Donc, c'est un traité de sociologie de l'État qui est un monument de sciences politiques. Et comme je suis un grand passionné de l'État et un grand critique de l'État aussi, en particulier quand l'État est libéral en ce moment, eh bien, ce livre pour moi est un fondement de l'analyse de l'État. Et même si ça paraît très gros, Bourdieu est tellement un génie que ça vaut la peine de se le coltiner. Super. Et est-ce qu'il y a un bouquin pendant le confinement qui a été un peu ton compagnon de. Alors oui, pendant le confinement. confinement, j'ai eu un bouquin. compagnon. Alors il faut que je le retrouve parce que j'ai pris pas mal de livres avec moi. Alors j'ai voulu relire un livre que j'avais dû lire pour mes étudiants qui s'appelle Le capitalisme a-t-il fait son temps? Donc moi je suis prof d'entrepreneuriat social, donc forcément l'économie sociale aujourd'hui c'est encore une économie alternative. Moi j'aimerais bien que ce soit l'économie normative ou majoritaire, mais pour l'instant c'est encore une économie alternative. Donc là, le sous-titre, c'est un voyage à travers les systèmes économiques alternatifs. Donc, ça commence au 19e siècle. Il y a tous les économies de marché non capitalistes, puisque parfois on confond l'économie de marché et le capitalisme, c'est pas la même chose. Et donc, ça, c'est passionnant. Et puis, juste avant, j'avais quand même essayé de finir Capital idéologie de Thomas Piketty, que j'ai toujours pas vraiment lu en entier, mais j'ai lu tous les passages qui m'intéressent. Et ça va dans la partie bibliothèque qui sont les livres utiles pour l'enseignement. C'est sérieux tes bouquins. Je finis juste peut-être avec les rayons. En gros, le rayon, le deuxième, là, celui qui est là, c'est que des essais de philosophie politique. Et le rayon dessous, c'est plus des témoignages spirituels, avec notamment un livre d'Edgar Morin qui a beaucoup compté pour moi, qui s'appelle La Voix. Et puis, bon, j'ai pas forcément le temps de détailler, il faut m'arrêter quand je suis trop long, mais j'en donne peut-être 2 autres que j'ai mis là par terre. Il y a les biographies qui ont beaucoup compté pour moi dans mon engagement. Donc là, j'en ai 4. J'ai la biographie de Gandhi, la biographie de Baden-Powell et 2 biographies de Luther King. Et puis, il y a une autobiographie de Dorothy Day, elle n'est pas très connue, mais c'est une Luther King femme et blanche et travailleuse, donc qui était une chrétienne anarchiste anticapitaliste qui a vécu avec les travailleurs et travailleuses américains pour lutter contre la domination du capital aux États-Unis. Donc c'est une autobiographie en anglais, mais si vous préparez les examens en anglais, ça peut être intéressant. Ça s'appelle The Reckless Way of Love. Et puis au début de Coexister, je crois que c'était une des questions, donc peut-être que je la devance. Vas-y. Il y a 2 livres qui m'ont profondément marqué au début de Coexister. Alors, il y en a un qui a complètement rapport, un qui a aucun rapport, mais je l'avais quand même toujours dans mon sac pendant, je sais pas, 3 ans. C'est le manifeste du Parti communiste, j'avoue, et les identités meurtrières de Amin Maalouf. Alors, ce qui m'a le plus marqué dans le manifeste du Parti communiste, c'est pas le fond, parce que je suis résolument ni communiste ni socialiste. On pourra évoquer pourquoi tout à l'heure peut-être, mais c'est le format du manifeste. En fait, le manifeste, c'est un genre littéraire qui s'est beaucoup développé au XXe siècle avec le manifeste du surréalisme. Aujourd'hui, tout le monde écrit des manifestes. Mais le premier à avoir vraiment écrit un manifeste court, c'est 100 pages, c'est Karl Marx. Et c'est un monument de littérature, en fait, indépendamment du fond. Sur la forme, c'est un bijou. Et Amin Maalouf, Les identités meurtrières, je pense que c'est le livre qui m'a le plus intellectuellement nourri pour fonder Coexister, parce que c'est le livre qui discute le plus la notion d'identité, comment est-ce qu'elle est polysémique, comment est-ce qu'elle peut à la fois créer du lien, de la relation, de la paix, de l'amour, et comment c'est aussi une notion qui peut détruire, qui peut asservir, qui peut aliéner les individus. Donc Amin Maalouf est effectivement un monument. Voilà. Génial, c'est super de pouvoir visiter ta bibliothèque, ça nous a donné envie de lire. Donc voilà, c'est top, merci. Alors, et, les objets, c'est ceux-là. Alors, il se trouve que je suis croyant et donc je médite tous les jours sur ce tapis de méditation là, qui est là. Et je médite devant des icônes originales. Donc là, il y en a 2. En fait, elles sont assez grosses, on ne voit pas très bien d'ici, mais elles sont. Je vais mettre ma main à côté.
Elles sont grandes comme ça, vous voyez. D'accord. Et en fait, elles ont été écrites, parce qu'on dit écrites pour une icône, par des sœurs du Mont des Oliviers à Jérusalem. Et c'est de l'or, et donc ça a une très grosse valeur. Ça permet de financer la vie du monastère. Là, je ne peux pas donner le montant de l'icône, mais ça peut faire vivre toute une communauté pendant 3 mois, presque. Et donc, il y en a 2, une de 2008, une de 2017, qui correspondent à 2 moments très importants de ma vie. Et je pense que même si mon appart brûle, je récupère mes icônes avant mes livres. Et dans l'idéal, je garde les icônes et les livres. Le reste, de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance. D'accord, génial. Du coup, il y a une question là. Martin Luther King au féminin, moi j'ai noté, c'est The Reckless Way of Love, c'est ça? Ouais, exactement. Et la femme, c'est Dorothy Day. On va le noter. Dorothy. Dorothy Day, c'est une contemporaine de Luther King. Hein. Elle a vécu quasiment au même moment. Elle est un peu plus vieille que lui, mais elle l'a quand même connue. Alors, elle est beaucoup moins connue d'abord parce que c'est une femme. Comment t'écris son nom? On sait comment les femmes ont été invisibilisées dans l'histoire. Dorothy Day. Ouais, super. Et puis, elle est beaucoup moins connue aussi parce qu'aux États-Unis, être anticapitaliste, c'est beaucoup moins à la mode qu'être anti-racialiste. Et donc, mais pourtant, Luther King était anticapitaliste. Hein. D'ailleurs, il a été assassiné pendant une manif, au moment d'un combat anticapitaliste avec les éboueurs de Memphis. Mais voilà, aux États-Unis, aujourd'hui, le libéralisme est tellement une norme qu'on ne peut pas discuter de ça. Donc, elle est moins dans la postérité, mais pourtant, c'est vraiment une femme qui a énormément compté pour les travailleurs américains. D'accord. Et une lecture qui t'a marqué. Bon, Ouais. génial. Bon, ben, je crois qu'elle va avoir des nouveaux lecteurs et lectrices. Merci beaucoup pour ce partage. Ça donne envie de suivre tes cours à Sciences Po, clairement. Tu veux rester là ou tu veux revenir de l'autre côté? Non, je vais changer de pièce. On retourne là-bas. Parfait. On te retrouve tout de suite. Génial. Et pendant ce temps, je vous propose de tous les participants, si vous avez envie de partager un livre qui vous a profondément marqué, allez-y. C'est le moment. Moi, personnellement, c'est un bouquin qui s'appelle L'usage du monde de Nicolas Bouvier, sur le voyage, qui est vraiment mon livre. C'est le livre qui a le plus marqué mon meilleur ami pendant toute sa vie. Ah oui. Mais vraiment, il lit un livre par semaine et le livre qu'il a le plus marqué, d'ailleurs, il vient de me fêter mon anniversaire par carte postale, donc c'est lui. Ouais, ouais, excellent. Et L'usage du monde de Nicolas Bouvier, c'est son mind blown absolu. D'accord, bah, génial. Il en parle tout le temps. Génial. Et donc, il y a La vie de Simone Veil, il y a Oui, oui, et le crayon magique, Les désorientés de Amin Malouf. Génial. Merci pour toutes vos suggestions. Ça va nous donner envie de lire et de reconfiner pour bouquiner tout ça. De reconfiner. Alors, Samuel, toi, tu as fondé Coexister très jeune. Est-ce que tu te souviens de quel étudiant tu étais? Ah oui, bien sûr. Bah alors en plus, je suis hypermnésique, donc j'ai une mémoire qui commence à 1 an et avec des détails un peu précis. Mais donc ça donne des situations un peu cocasses. Donc, mais alors a fortiori, les études, je m'en souviens très bien. J'étais un étudiant insupportable. Je détesterais m'avoir en cours parce que il y a une partie de moi qui regrette, une partie de moi qui se dit que c'est comme ça, c'est la vie. D'abord, j'étais très peu assidu. Ensuite, j'étais très, très calculateur. J'avais compris très vite qu'est-ce qu'il fallait pour avoir 10. Et j'avoue que si je devais jouer aux fléchettes, je pense que je serais assez fort parce que sur 6 semestres, j'ai fait tous mes semestres dans toutes les disciplines entre 10 et 10,5. Ouais, ça a marché. Rattrapage, j'ai jamais redoublé et j'ai jamais dépassé 11. Et j'ai terminé 76e sur 76 de mon double cursus. Je suis le premier à avoir été exclu parce qu'il y avait 80 inscrits au départ et donc il y a 4 qui ont été exclus en cours de route. Et donc j'ai fini dernier des survivants de ce double cursus entre Sciences Po et la Sorbonne avec l'histoire. Mais c'est un peu une honte, je trouve, parce que alors la partie honteuse, c'est que je trouve que c'est un manque de gratitude énorme sur cette période de la vie où en fait on est payé pour étudier. Ouais. Oui, on est payé parce qu'en fait ça coûte beaucoup d'argent à l'État les études et que même si on ne touche pas le cash, en fait on en bénéficie. Oui. Et en même temps, je ne le regrette pas parce que c'est une période où je travaillais énormément à la fondation de Coexister, que j'ai embauché ma première équipe de salariés à la fin de ma première année de fac. Et donc, j'avais 19 ans et donc je ne pouvais pas à la fois gérer une équipe et un projet qui avait déjà 200 000 € de budget, tout en étant assidu dans mes études. Donc, je pense que je suis plus assidu, enfin, je sais que je suis plus assidu comme prof que comme étudiant. Mes étudiants se foutent pas mal de ma gueule parfois là-dessus en me disant que je bats le record de réactivité à un mail
Parfois, ils ont l'impression que je fais rien de ma journée à part attendre un mail de leur part et que je leur réponds tout de suite tellement je suis assidue comme prof. Donc voilà. Et est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué pendant tes études? Pendant mes études, d'un point de vue académique ou dans ma vie quand j'étais étudiant? De façon générale, dans ta vie quand tu étais étudiant ou dans tes études, pendant tes études? Bah, pendant mes études, académiquement, il était mort, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est Pierre Bourdieu quand même, la Ouais. reproduction il y en a un autre, la distinction. Et puis le livre sur l'État que je viens de vous montrer. Ça a été une rencontre intellectuelle très forte. Après, dans mes études, bah, si au niveau humain, bien sûr, c'est mes deux meilleurs amis. En fait, bah, ils sont là sur la photo. Donc, c'est Victor et Jocelyn. Victor, aujourd'hui, c'est mon associé chez Convivencia, qui est une entreprise dont on va reparler après, peut-être. Et Jocelyn, il est salarié de Coexister, mais c'est une coïncidence. Mais on a fait le tour du monde ensemble, tous les trois, avec deux autres mecs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fac, j'avais un groupe d'amis qui étaient très, très militants, extrême gauche, barricades à l'époque des manifs des retraites, etc. Et moi, je n'étais pas idéologisé comme ça. Je n'avais pas d'adhésion idéologique à un socle de partisans. Et on était dans ma maison de vacances de mon grand-père, où il a grandi. Et mon voisin, c'est Xavier Darcos, qui était ministre de l'Éducation. Et quand j'ai invité mes amis, ils ont commencé à le siffler et à l'insulter, etc. Et donc, ça a créé une énorme tension entre nous. Je me suis fait engueuler par mon grand-père qui m'a demandé d'aller s'excuser auprès du voisin. Je suis allé m'excuser. Et en fait, à ce moment-là, il y a une partie du groupe de potes qui m'a dit « Ah, t'es un suppôt du capitalisme, d'aller t'excuser à un ministre de droite. » Ah, et limite, il crachait par terre. Et j'ai deux potes qui m'ont dit « T'inquiète, même si on déteste Xavier Darcos, on te soutient sur le fait que les relations humaines priment sur l'idéologie. » Et les deux qui m'ont soutenu, bah, c'est mes deux meilleurs amis, Victor et Jocelyn. Ok, hyper intéressant. Alors, ce que je propose maintenant, c'est que si vous avez des questions personnelles pour Samuel, allez-y, posez-les dans le chat. Il y en a qui ont commencé. Et puis en attendant, je te propose un petit Fast and Curious. Je vais te poser deux questions et tu as quelques secondes pour répondre le plus rapidement possible. Tu es prêt? Ouais, je suis prêt. En retard ou en avance? En avance. Bonjour ou au revoir? Bonjour. Poivre ou sel? Sel. Penser ou ressentir? Penser. 15 ou 35 ans? 35. Le début de la vie. 35. Lundi ou vendredi? Lundi. Très bien. On va prendre il y a une première question perso là qui est Asna, je te laisse la parole. Oui, tout à fait. On a une question de Cléry qui voulait savoir comment vous arrivez à gérer votre temps avec toutes ces activités. Bah, au début, je ne l'ai pas géré, je l'ai clairement subi pendant peut-être 8 ans. Ça a été un cataclysme de vie. Tout disparaissait sur mon passage. Mes potes, mes frères, mes parents, mes meufs. C'était un boulevard. Donc, c'était qui même me suivent. Et donc, il y a plus grand monde qui me suivait. Et donc, ça, c'était quand même une réalité des 8 premières années d'engagement. Dans cette période d'engagement, à la fin, il y a eu la période terroriste en France qui m'a beaucoup marqué, à l'issue de laquelle j'ai fait un premier burn-out de 6 semaines d'arrêt, puis un deuxième de 2 semaines d'arrêt, puis un troisième de 10 mois d'arrêt. Et dans ces 10 mois d'arrêt, j'ai fait une année de césure où je suis allé habiter au Moyen-Orient. Et là, donc sur mes 11 ans d'entrepreneuriat, il y en a une de stop. Et cette année de stop, j'ai remis énormément de choses en question, notamment cette confusion totale entre le faire et l'être. Autant le fait que le faire soit aligné à l'être, c'est fondamental, c'est ce qu'on appelle être aligné, que mes actions soient en cohérence avec ce que je suis. Autant le fait de résumer son être à son faire, c'est extrêmement dangereux parce que d'abord c'est faux. Ontologiquement, nous ne sommes pas ce que nous faisons, nous sommes ce que nous sommes. C'est déjà beaucoup. Et ça a été une vraie rupture dans ma façon de voir les choses, de comprendre toutes les dimensions de mon être que j'avais abandonnées. Et donc, j'ai essayé de réorganiser mon emploi du temps pour être respectueux de cette dimension de mon identité que j'avais laissée de côté. Et après, bah, c'est de l'organisation un peu. Alors, je ne sais pas si je te l'ai dit, Cédriane, mais là, il y a trop de questions, je ne peux pas ne pas le dire. En fait, je suis autiste Asperger. Et donc, j'ai découvert aussi dans cette période cette partie de mon identité, parce que j'étais diagnostiqué après un séjour en hôpital psychiatrique, après une dépression, un burn-out. Mais ayant découvert ça, c'est vrai qu'en tant qu'autiste, on est très structuré, organisé, voire parfois militarisé. Donc au début, j'avais un peu honte d'être aussi carré. Maintenant, j'assume. Donc, si je peux partager mon écran, je peux vous montrer mon agenda une seconde. Vous allez voir, ça fait un peu flipper. Je partage.
Vas-y, vas-y. Alors, ah non, il faut que tu acceptes que je le fasse. Il faut que… Asna, tu peux le passer en Alors, admin. oui, tout à fait. Et en attendant, je pose, il y a des questions qui sont sorties. Comment choisir son sujet de prédilection quand on est intéressé par plein de choses? Comment est-ce que tu as fait, toi, pour faire un focus alors qu'on peut être intéressé par tout, en fait? Bien sûr, ça c'est une question plus profonde à laquelle je vais répondre tout de suite après avoir montré mon agenda pour vous montrer comment j'organise ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, pas encore, il y a une page noire Ça en arrive. ce moment. Oui. Voilà, donc ça c'est ma semaine en cours. Donc là, je suis avec vous, vous voyez, Enactus c'est là. En Alors, violet, attends, Samuel, on voit juste une petite barre. Ah ouais? Pas grand-chose. On Ah voit ouais? le moteur, la partie moteur de recherche, la ligne moteur de recherche. Alors, comment ça se fait? Je vais arrêter et recommencer. Ouais. Comme ça. Parce que là, ça va mieux marcher. Ah, nickel. Ah, super. Là, ça marche? Oui, super. Donc là, c'est vous. Et donc, vous voyez, c'est assez carré. Il n'y a pas beaucoup de vide. Même le temps de repos, c'est vide. Enfin, là, vous voyez, il y a une petite zone là. Après, il y a ma vie privée qui est en bleu. Le matin, il y a ma Miracle Morning. Ça, c'est la semaine dernière. Ça, c'est la semaine d'avant. Bon, là, j'étais en vacances, donc c'est plus vite. Ça, c'est au début du confinement. Ça, c'est mes semaines de confinement, vous voyez. Donc, c'est assez carré aussi. Et il y a tout, en fait. Il y a même les to-do de choses à faire, à rendre. Il y a une couleur pour chaque thème. Enfin, voilà. Donc, c'est assez… Yabi, c'est ma copine. Vous voyez qu'elle a même un temps dans l'agenda, la pauvre. Même les CETA ne savent pas lui dire. Elle est au courant. Voilà, elle est au courant, bien sûr. Et il n'y a pas de case imprévue, j'ai l'impression, hein, dans ton emploi du temps. Bah si, les vacances. Ah, Les vacances, il y a de l'imprévu. Sinon, alors après, il y a aussi de l'imprévu dans les cas, c'est-à-dire qu'il peut se passer des choses qui sont chamboulées. Donc après, bon, je pense que ça, c'est aussi une caractéristique autistique d'être autant carré et d'avoir besoin de mettre des trucs pour tout. Je sais que quelqu'un de neurotypique va se dire « Ah, c'est étouffant ». Moi, c'est tout l'inverse. Ça libère vachement d'espace dans ma tête, ça me rend vachement plus reposé. Ça ne me fait pas peur du tout. Mais je pense que ce qui peut être inspirant pour n'importe qui, c'est de quand même de prendre des décisions de planning. Pas forcément dans le même niveau de carré, hein, mais de donner des bornes à sa journée, de se lever, de se coucher à heure fixe, de faire des choses. Bon, voilà, c'est un petit conseil que je peux donner. La question, c'était comment choisir. Moi, je pense que quand j'ai eu 16 ans, il y a 3 choses qui m'ont marqué dans le discernement de la vocation. Donc, à quoi on est appelé. Alors, vous connaissez l'outil l'Ikigai, je pense, on a déjà dû vous en parler, donc je ne vais pas en reparler parce qu'il est déjà très connu. Vous regarderez Ikigai, je l'écris dans la conversation, c'est une bonne manière de savoir ce pourquoi on est fait, mais je vous propose une autre clé de lecture là, pour avoir un autre outil. Donc, dans la vocation, pour moi, il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est la prédisposition. Donc, trouver quelque chose qu'on a toujours apprécié, pour lequel on a toujours été bon, toujours été à l'aise, enfin, quelque chose aussi loin que nos souvenirs remontent, on sait qu'on a eu cette propension à le faire. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est les malentendus, c'est-à-dire de croire avoir voulu quelque chose et en fait d'avoir fait une erreur. Je pense que c'est hyper important de s'être trompé de trajectoire pour trouver la bonne. Moi, par exemple, quand j'ai quitté mon école primaire où j'ai appris cette diversité-là, je suis arrivé dans un lycée, collège catholique, blanc, bourgeois, où j'ai été victime de harcèlement et où c'était beaucoup plus dur d'être confronté à la diversité. Et donc, je me suis réfugié au Parc des Princes où j'étais abonné pendant 5 ans pour renouer avec cette diversité perdue. Et quand j'étais au Parc des Princes, j'étais sûr que j'allais devenir le prochain président de l'alliance des clubs de supporters du PSG et que c'est moi qui négocierais avec le président du PSG la place qu'on a dans les tribunes, le nombre de fumigènes et tout. C'était un belles malentendu. ambitions. C'était clairement un malentendu. Voilà, donc ça, c'est un premier malentendu, mais il y en a d'autres très importants. Et le troisième critère, pour moi, c'est les passeurs ou les passeuses qui, en fait, sont des adultes en qui on a confiance, c'est-à-dire des adultes dans lesquels on se dit, enfin, il y a 2 choses. On se dit, je serais heureux dans sa position, donc on ne les prend pas pour des tocards, peu importe ce qu'ils font. Et j'ai de l'estime pour l'estime qu'il ou elle a pour moi. Et cet adulte-là, et ça vaut encore pour moi aujourd'hui, hein, des adultes plus jeunes que moi, même déjà, ou plus vieux, ces gens-là, en fait, je vais écouter qu'est-ce qui me renvoie de ma personnalité. Qu'est-ce qui valorise, qu'est-ce qui dit, ce qui les touche, qui est fort. Voilà. Donc, la prédisposition, le malentendu et les passeurs, quand on a les 3 zones qui se regroupent, on a quelque chose de la vocation. Et donc, pour moi, la prédisposition, il y avait cette école primaire du vivre ensemble très, très importante, cette école arc-en-ciel. Il y avait le fait que j'imagine que j'allais être supporter du PSG, mais il y a eu d'autres malentendus que je vous passe. Et puis, les passeurs m'ont tous valorisé cette logique de création de lien entre personnes différentes.
On a une question aussi de Sarah qui voulait savoir quel serait ton conseil pour un étudiant entrepreneur social qui hésite à poursuivre son école et à faire un Master 2 qui ne lui correspond pas vraiment. Voilà. En fait, je pense qu'il faut bien être orienté entre la fin et les moyens. C'est-à-dire que dans son projet, on peut nourrir plein de choses. Typiquement, la question là, sur passionné de sociologie de Sciences Po, moi, je nourris plein de choses qui me passionnent. Mais ma fin dans le monde, provisoirement, ça se trouve, changerait la vie un jour, c'est quand même de faciliter le lien entre des personnes qui n'arrivent pas à se lier. Et aujourd'hui, j'ai choisi la religion, mais ça se trouve, demain, ce serait les cultures, et après, ce serait les générations. Hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, mon ikigai ou ma vocation, c'est ce lien-là difficile à créer, à construire. Dans ce lien-là, il y a plein de moyens possibles. D'autres sujets qui peuvent nourrir, en fait, c'est des sujets mineurs qui viennent nourrir un sujet majeur. Typiquement, la laïcité, pour moi, qui est devenue une expertise, ce n'est pas le centre de ma vie. Je suis expert de la laïcité, mais c'est un moyen pour moi d'avoir un cadre de vivre ensemble en France. Donc, c'est juste un intermédiaire. Je prends cet exemple des fins et des moyens parce que le master, c'est la même question, en fait. Si le master est chiant, mais que c'est un bon moyen pour arriver vers ce que tu crois être ta fin, faut se taper le truc chiant. Enfin, je veux dire, on ne monte pas au sommet d'une montagne sans être essoufflé. Et pourtant, la vue là-haut, elle est magnifique. Donc, c'est très important de passer par cette épreuve-là de la randonnée. Et ça fait partie du plaisir. Mais autant, je pense qu'il peut y avoir des peines heureuses. Donc, le fait de marcher, c'est une peine, par exemple, heureuse, parce qu'on est heureux de marcher et d'arriver à destination. Par contre, je pense que ça ne sert à rien d'avoir une peine malheureuse. C'est-à-dire qu'en plus de la souffrance, avoir le malheur. Un des deux, ça suffit. Donc, si les études représentent et de la souffrance et du malheur, il faut tout de suite arrêter. Si c'est que de la souffrance, mais qu'il y a un bonheur au bout, c'est normal de souffrir. Enfin, on est dans une société qui est dans le refus total de la souffrance, mais la souffrance, ça fait partie de l'existence, sinon on ne se sent pas vivant. Par contre, être malheureux, ça, je pense que ce n'est pas inéluctable. Est-ce qu'on a le temps de prendre une question, Cédric? Oui, vas-y. Alors, il y avait aussi une question de Michael. Michael, est-ce que vous pouvez activer votre micro pour que vous puissiez la poser peut-être directement? Oui, je peux. Merci. Du coup, j'avais bien avant, j'avais écouté le podcast que tu avais fait sur Vécu, Samuel, mais il y a vraiment genre 6 mois, je ne savais pas du tout que tu allais être intervenant sur Enactus Festival. Et franchement, c'est un podcast qui m'a appris plus en 20 minutes que ce que j'ai pu apprendre en, je sais pas, en cours de 4 heures sur le sujet, sur plein de sujets différents, donc je le recommande à tout le monde. Et il y a quelque chose que tu dis dans ce podcast, donc qui est un peu technique, hein, désolé, c'est pas forcément le plus sexy, mais c'est qu'en fait, aujourd'hui en France, il n'y a pas de forme juridique pour les entreprises sociales. C'est-à-dire qu'il y a bien, par exemple, tu parles de la SCOP, société coopérative, mais ça donne des contraintes qu'il n'y a pas. Donc, en fait, une entreprise sociale, c'est pas défini juridiquement, c'est plus une direction que l'entrepreneur ou le dirigeant d'association veut donner à son activité, qui peut être très, très différente. Voilà. C'est une vraie lacune aujourd'hui. À l'origine, c'était pour des bonnes raisons. C'est parce qu'en fait, on se rend compte que les sociétés commerciales sont très promptes à faire du social washing et du greenwashing. Donc, comme elles sont très fortes pour le faire, il faut pouvoir mettre des limites. Je suis désolé, je prends cet exemple parce que c'est vrai, mais Danone, par exemple, qui est une très bonne entreprise à beaucoup d'égards, elle est encore loin d'avoir atteint des objectifs vraiment responsables. C'est un des plus gros producteurs de plastique au monde. Le PDG qui était sur France Inter cette semaine, il dit on doit rémunérer les actionnaires parce qu'ils ont fait autant d'efforts que les salariés, et puis il y a des retraités dans les actionnaires. Alors, je suis allé voir le capital de Danone, c'est 5% de retraités. 77% du capital de Danone, c'est des fonds américains. Donc, quand on dit je rémunère les actionnaires parce que je rémunère les retraités, c'est un problème d'honnêteté. Donc, on se rend compte que même les boîtes qui font de leur mieux, et je pense qu'Emmanuel Faber est vraiment un type génial, mais il est derrière une machine qui a du mal à fonctionner pour l'intérêt général, parce que Danone, c'est d'abord une machine à fric, pour ne pas dire le contraire. Eh bien, il y a cette méfiance-là de l'État vis-à-vis du commercial. Le problème, c'est qu'on est aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs sociaux à avoir développé une activité commerciale forte qui est complètement éthique du début à la fin, c'est-à-dire qui va respecter toutes les règles. Et j'en vois au moins 4 principales qui elles-mêmes se déclinent en 70 règles. Mais les 4 familles de règles, c'est l'impact social de mon produit, est-ce qu'il va résoudre le problème des gens? L'impact environnemental, est-ce qu'il va baisser l'impact carbone, etc., réutiliser des matières utilisées, avoir une énergie propre? Le partage du pouvoir, c'est-à-dire que vraiment tout le monde dans l'entreprise participe des décisions, et le partage de la richesse créée équitablement et qui ne soit pas capté par les actionnaires parce qu'ils ont pris un risque, qui est l'un des dogmes du capitalisme,
déconstruit par Thomas Piketty dans Capital et idéologie. Donc, une fois qu'on a ces 4 règles-là, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui respectent ces 4 modèles et qui ne savent pas quel modèle juridique prendre. Parce que si elles prennent la société commerciale, d'un point de vue de la fiscalité française ou même d'un tribunal de commerce ou du commissariat aux comptes, qui est une autorité assermentée en France pour vérifier si les comptes sont sains, on n'est que sur une dogmatique capitaliste, c'est-à-dire que l'intérêt commercial est forcément un intérêt particulier, donc qui suscite la méfiance de l'État. Et à l'inverse, le non commercial est forcément d'intérêt général. Et en fait, on se rend compte que c'est faux. Il y a plein de non commercial d'intérêt particulier, de gens qui font leur petite carrière sur des assos où ils sont des petits chefs. Et il y a plein de commercial d'intérêt général, en particulier, Yuka, typiquement, c'est une société commerciale d'intérêt général. Donc, aujourd'hui, il y a un vide juridique sur on ne sait pas quelle structure prendre. Et les sociétés, entreprises sociales, aujourd'hui, sont soit des associations, soit des sociétés, soit des coopératives, soit des mutuelles, soit des fondations, mais elles n'ont pas un statut propre. Et donc, moi, je milite pour créer ce statut propre. J'avais écrit un article de loi là-dessus pour une loi qui n'a jamais été votée, qui est sur mon bureau d'ailleurs, qui a été proposée par Dominique Potier, qui est un député passionnant. Il avait fait une loi qui s'appelle l'entreprise au XXIe siècle. L'entreprise nouvelle, elle est là, voilà. Vous voyez, ça fait 2 pages, une loi. Elle est là. Et enfin 3 avec le recto verso. Et donc moi j'avais écrit l'article 7 et la loi n'a jamais été acceptée par LREM, même pas à l'ordre du jour. L'article 7 propose la création d'une nouvelle forme de société commerciale, l'entreprise à but social. Celle-ci permet de cumuler activités lucratives et non lucratives dans le cadre d'une société dont les associés regroupent des fondateurs sans droit à dividendes, à hauteur d'un quart maximum, et des investisseurs qui ont le droit à des dividendes limités. La société peut alors percevoir des donations et des bénévoles qui sont soumis au régime fiscal des donations faites aux associations. Mais cette loi n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour parlementaire pour l'instant. Ok, c'est intéressant. Merci Mickaël d'avoir fait la transition sur l'entrepreneuriat social. C'est un sujet important pour nous aujourd'hui. Et dans les entreprises sociales, ce qui est important aussi, c'est les impacts sociaux et environnementaux. Du coup, je rebondis sur une question qui est apparue dans le chat. C'est est-ce que tu peux nous parler d'un jeune, voilà, l'impact que vous avez eu sur un jeune, voilà, et son parcours et comment est-ce que Coexister l'a transformé? Je vais prendre 2 parcours parce que si j'en prends qu'un, ça va toujours être un stéréotype. Donc, mais je vais essayer d'être bref. Alors, le premier, c'est David, qui est d'une famille juive, ou comme dans beaucoup de familles juives en France aujourd'hui, certainement pas toutes, mais beaucoup, il y a une peur du monde parce que c'est une communauté qui est victime d'un antisémitisme croissant en Europe depuis les années 2000 et surtout qui est la cible constante du terrorisme. C'est la seule conviction dont on meurt aujourd'hui en France encore, d'être juif. Et de cette famille qui a plutôt peur du monde extérieur, qui se méfie de ce que les juifs appellent les goïs avec plus ou moins de mépris, parfois c'est très bienveillant, parfois pas, donc les goïs c'est les non-juifs, il décide d'adhérer à Coexister pour élargir ses horizons tout en pouvant s'assumer complètement juif. Alors il est très heureux d'assumer sa judéité comme ça grâce à Coexister en rencontrant des gens différents, et puis il se noue d'amitié avec une jeune fille voilée qui fait sa thèse sur le judaïsme primitif à l'école pratique des hautes études. Alors, il est super content de la rencontrer, la fille est passionnée. Alors, bien sûr, c'est assez atypique comme situation, mais dans Coexister, ça se produit, quoi. Et puis, il y a plein de musulmans passionnés par le judaïsme, parce que les livres saints du judaïsme sont des livres saints pour les musulmans, comme si vous le savez peut-être. Et donc, il invite son groupe Coexister à venir à un office à la synagogue. Et à cet office, il y a son père. Et son père se retrouve à s'asseoir à une place. Et là, il y a la fille qui débarque et qui dit « Salut David !» et qui s'assoit à côté de son père avec son voile islamique. Et son père qui est en train d'agoniser, qui regarde David et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Il est à côté de la meuf voilée alors qu'il est ultra mal à l'aise. Et puis, alors j'avoue, c'est quand même rarissime, mais c'est quand même très cocasse. Il commence à lui parler et puis la fille, elle commence à réciter l'office en hébreu pendant Shabbat, quoi. Et donc, il est un peu choqué. Et puis, elle lui dit « Ouais, je fais ma thèse sur le judaïsme primitif. » Donc, le père, il est trop choqué. Il commence à parler avec elle du judaïsme. Et en fait, le soir, à table, le père lui a dit « Ouais, c'est dingue. J'aimerais trop revoir cette fille dont je ne vais pas donner le prénom. Et il faut que tu refasses un office mixte le plus vite possible. » Et donc, depuis, dans sa famille, il peut parler de Coexister. Un autre exemple, alors je change les prénoms pour pas qu'il y ait de recherche, on ne sait jamais, puis je veux maintenir l'intimité des gens. Donc Fatoumata, elle devient salariée de Coexister, et puis elle porte un foulard au moment du recrutement avec la nuque apparente, donc qui peut parfois créer l'ambiguïté sur est-ce que c'est de la mode ou est-ce que c'est un foulard islamique. Bien sûr, à Coexister, on s'en fout, donc ça ne change rien pour nous.
Et elle est recrutée. Et puis au bout d'une semaine de recrutement, comme directrice financière, elle m'écrit un mail en me disant, voilà Samuel, j'aimerais bien porter le djilbab. Donc s'il y en a qui connaissent l'islam, le djilbab c'est un voile intégral qui va jusqu'au pied, qui laisse simplement le visage apparent. Et je dis, pour nous, tu sais très bien la règle à coexister, il n'y a pas de règle sur les vêtements, c'est l'esprit de la laïcité, il n'y a que des règles sur les comportements. Donc le comportement prohibé, c'est le prosélytisme. Mais par contre, il n'y a pas de règle sur les vêtements. Donc, si tu veux venir en djilbab, mais qu'il n'y a pas de prosélytisme musulman, tu fais absolument ce que tu veux. Et elle décide du coup de venir en djilbab au travail pendant quelques mois. Et puis, 10 mois plus tard, on a un grand rassemblement en Bretagne avec 200 coexistants. Et là, je la vois en jean troué aux genoux, de nouveau le voile avec la nuque apparente et en train de prendre un fou rire avec Benjamin qui est juif sur quel type de boisson ils ont le droit de boire parce qu'ils ne peuvent rien boire comme tout le monde a ramené des bières et que les bières ne sont pas cachères et qu'elle ne boit pas d'alcool. Bon. Et puis je lui dis, mais je la prends à part et je lui dis, mais je ne comprends pas parce que début d'année, tu m'as envoyé un mail pour porter un djilbab et là, tu es en hijab classique, en jean troué. Et qu'est-ce qui s'est passé là? On t'a perverti avec coexister. Et elle me dit, mais non, pas du tout. En fait, j'avoue que quand j'ai été embauchée, j'ai cru que c'était pas vrai et qu'on ne m'acceptait pas comme je suis. J'ai cru qu'il y avait un piège. J'ai cru que c'était pas possible en fait de m'accepter comme je suis. Et en fait, quand j'ai compris que j'étais vraiment respectée telle que je suis, donc j'ai voulu vérifier cette acceptation de ma personne en allant le plus loin possible dans l'affirmation de mon identité qui est le djilbab complet. Quand j'ai eu la preuve que j'étais acceptée comme je suis, et ben du coup, j'ai pas eu besoin de faire mes preuves davantage et je me suis rendu compte que la seule chose qui comptait pour moi, c'était le hijab. Super, merci, c'est passionnant. J'avais préparé plein de questions, mais en fait, je vais complètement les balayer et ça me fait rebondir sur une question et après, je laisserai la parole à Asna. C'est quel mécanisme, quel procédé vous utilisez au sein de Coexister pour vivre ensemble, en fait? Très concrètement, qu'est-ce que vous faites? Là, tu as commencé à évoquer des choses. Ça, c'est Fatma qui pose cette question-là. Il n'y a pas de solution magique. Donc, effectivement, le terme procédé, mécanisme, il est bon parce que c'est un processus long. Déjà, un des ingrédients forts dans la philosophie de Coexister, c'est le temps long. C'est pour ça que le parcours éducatif de Coexister, il dure 1 an et c'est entre 30 et 40 soirées dans un groupe local de Coexister. Et comme je vous expliquais, peut-être que je vais vous montrer la carte d'une année. Attends. Montrez-nous. Cette année, ils ont fait une carte en plus. Parce que moi, je ne suis plus à Coexister en fait. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai quitté Coexister en 2015. Je suis de près ce qu'ils font, mais je suis un fondateur bienveillant, mais je n'ai plus de responsabilité depuis 2015. Et donc, cette année, ils ont fait cette carte. Ça m'a tellement rendu heureux. Donc, ça, c'est une année Coexister. Donc, vous ne voyez pas les détails, mais en gros, vous avez un certain nombre de formations. Ça doit ressembler à une année Enactus, j'imagine. Ouais, et puis, il y a pas mal de trous vides. Et en fait, dans le vide, il y a un catalogue qui va avec, dans lequel il y a des actions à choisir. Alors que les actions, ça peut être, comme je vous ai dit, des actions de dialogue ou des actions de solidarité. Alors ce catalogue, je ne sais pas si je l'ai là, mais en gros, c'est un petit cahier, quoi. Et en gros, ça va être soit des actions de conversation pour valoriser la différence, soit des actions de solidarité, donner son sang, visiter des personnes âgées, voir des personnes sans abri, etc., pendant une année en groupe. Et donc, comme ça, on a la devise Coexister, diversité de conviction, unité dans l'action. Alors, pour choisir les actions de dialogue qui sont organisées par Coexister, il y a tout un manuel, je dirais, qui est donné aux bénévoles. Un groupe Coexister, c'est 7 bénévoles et jusqu'à 50 membres actifs. Et donc, les 7 bénévoles sont formés toute l'année à travers différentes sessions pour être les meilleurs créateurs de liens possibles. Voilà le procédé qu'on utilise. Donc, du temps long, du dialogue, Vous déléguez, en fait, c'est les jeunes qui… Ah oui, c'est les jeunes du terrain qui font tout, bien sûr. En fait, le siège, c'est 12 formateurs qui passent leur vie à former les bénévoles. Et les bénévoles, eux, ils animent un parcours Coexister d'1 an qui permet d'apprendre à mieux vivre ensemble. Super. Asna, je te laisse la parole, il y a plein de questions. On t'entend pas, Asna? Asna, ouais, on t'entend plus. Est-ce que là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Parfait. Super. Donc, on a une question d'Antoine Clément qui demande comment les grosses boîtes commerciales peuvent contribuer / collaborer avec les structures d'intérêt général. Est-ce qu'il y a des ponts possibles? Oui. Déjà, il faut qu'elles se transforment en entreprise sociale. Non, il y a plein de ponts possibles, bien sûr. Alors, je vais prendre du moins exigeant au plus exigeant. Le minimum syndical, moi j'ai envie de dire, d'ailleurs je ne devrais pas dire syndical parce que j'ai beaucoup d'estime pour les syndicats, le minimum.
Le minimum, c'est de s'interroger sur ces 4 critères, c'est-à-dire mon impact sur l'environnement, mon impact sur les gens, mon partage du pouvoir et mon partage de la richesse. Et au moins de faire un pas de plus par rapport à l'étape d'avant. Ça, c'est fondamental. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est effectivement de monter des projets communs avec des entreprises sociales. On peut partager des ressources, on peut mettre à disposition des moyens. Il y a le mécénat de compétences qui est très développé en ce moment, Pro Bono Lab, etc. Donc ça, c'est une deuxième étape. La troisième étape, je dirais, c'est la fondation d'entreprise qui va financer. Alors là, il y a un gros risque, c'est que l'entreprise croit qu'elle est, elle, responsable de changer le monde. Non, c'est pas vrai. C'est pas toi qui change le monde. Toi, tu rends l'argent que tu as pris. Je veux que j'arrête d'être cash comme ça, mais non, en fait, les entreprises y contribuent, bien sûr. Mais en fait, je dis ça parce que dans les fondations, il y a souvent un risque qui est d'imposer à des gens qui connaissent leur métier et le terrain des grilles d'analyse et des grilles d'action et des grilles de lecture. Et je pense qu'il faut travailler sur une confiance mutuelle où l'argent qui déborde des entreprises dans les fondations, qui est souvent d'ailleurs trop peu en pourcentage du chiffre d'affaires qui pourrait augmenter, mais qui paraît énorme pour nous en valeur absolue. Je ne vais pas donner d'exemple, j'ai un exemple, je ne vais pas donner de nom, mais il y a une boîte très connue en France qui est la première fondation française. Elle est dotée en presque 1 milliard, mais c'est 0,5% de son chiffre. Donc, ça pose question aussi. Pourquoi 0,5 ? Pourquoi pas plus ? Bon. Une fois qu'il y a cette action qui est faite, je pense que l'entreprise doit vraiment s'interroger sur impliquer dans sa propre gouvernance en tant que fondation des parties prenantes, c'est-à-dire des associations, des gens du terrain, pour ne pas appliquer son propre modèle de dire voilà, c'est moi qui vais changer le monde. Le monde, on le change ensemble. Il y a les ODD qui ont été votés à l'ONU. Il y a des critères qui sont décidés entre entreprises sociales avec le collectif Nous Sommes Demain, par exemple, qui a le plus gros label au-dessus de Ashoka, du MOVE, de Enactus. Le plus haut, je vais dire, c'est Nous Sommes Demain. Dans Nous Sommes Demain, on a déterminé 10 critères qui nous paraissent importants à tenir. Voilà. Bon. Donc ça, je pense que c'est la troisième étape. Et puis la quatrième, c'est carrément de soutenir dans l'entreprise des intrapreneurs qui vont complètement réformer la boîte pour que cette boîte soit plus responsable d'un point de vue social et environnemental. Trop chouette. Merci beaucoup. On avait une question d'Inès qui voulait savoir comment Ashoka a aidé à coexister. Alors, Ashoka, ça a vraiment changé ma vie. Clairement, ça a vraiment changé ma vie parce que d'abord, c'est une communauté d'appartenance et qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, on est quand même très seul à beaucoup de moments. Paradoxalement, on est en équipe, mais en fait, socialement, à moins de nourrir vraiment des relations humaines très fortes avec son entourage, ses amis, sa copine, ses frères, etc., ce que j'ai mis du temps à comprendre qui était important, l'entrepreneur, il est quand même très isolé de son collectif parce qu'il est toujours érigé sur une forme de piédestal ou comme cible, parce qu'il est aussi l'objet de projection. Donc, soit on le déteste, soit on l'adore. Mais c'est rare qu'un entrepreneur ou une entrepreneuse suscite l'indifférence dans ses équipes. Au contraire, il est même central dans l'adhésion au projet. Son éthique va compter et puis il va être souvent le récipiendaire de critiques, parfois justes, parfois injustes. Donc, il y a quand même cette distance qui fait que c'est compliqué de rentrer en relation avec ses équipes. Et donc, Ashoka, c'est une communauté d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui ont cette vision systémique de changer le monde en allant s'attaquer aux sources du problème et pas simplement aux problèmes extérieurs. Ensuite, chez Ashoka, il y a un panel de dispositifs qui est extrêmement rigoureux. Il y a le comité d'accompagnement, qui sont 4 personnes de grandes entreprises qu'on voit tous les mois, qui nous accompagnent sur des sujets très spécifiques où on sollicite de l'aide. Il y a aussi énormément de pro bono. Donc, le pro bono, c'est des services qui normalement coûtent très cher en communication, en juridique, et qu'en fait, on va se voir offrir par des structures partenaires d'Ashoka. Par exemple, mon cabinet d'avocat, et on a besoin d'un avocat tout le temps quand on grossit. Pas forcément en procès, juste pour des conseils juridiques. C'est un cabinet pro bono. La com aussi de coexister, le Violet, auquel on est passé en 2015, c'est un cabinet pro bono, etc. Donc, il y a tous ces pro bono. Et puis après, je dirais, il y a des formations, beaucoup de formations gratuites, et puis tout un réseau. Donc, ça m'a énormément apporté. Et en plus, je suis devenu fellow 2 semaines avant de faire mes 10 mois d'arrêt. Donc, mon 3e burn-out. Et ces 10 mois d'arrêt ont été un peu provoqués, précipités par une rupture de fiançailles. J'étais à 6 mois du mariage. Et ma fiancée a disparu. Elle m'a ghosté. Elle est partie. J'ai découvert plus tard qu'elle était en Tunisie.
Et en fait, à ce moment-là, on est sur Facebook, en fait. Mon Dieu, je ne devrais pas dire ça. Oui. C'est pas grave. Et j'ai oublié, je crois qu'on était sur Zoom, tranquille, entre nous, là, 60. Non, c'est enregistré sur Facebook. Pardon. Bon, bah, salut Facebook. Hein, et puis Laure, si tu nous entends, bisous. Mais en tout cas, ça a été un clash, enfin, vraiment un truc énorme dans ma vie. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Je suis parti 10 mois habiter au Moyen-Orient. Je m'en suis remis. Je suis reparti à zéro. Je me suis remis en cause sur des erreurs. Et puis à cette époque, pourquoi je vous dis ça, Ashoka venait de me prendre comme fellow. Donc, c'était vraiment ma branche, quoi. C'est-à-dire que j'étais tellement désemparé par ce qui se passait dans mon existence. Enfin, 10 mois d'arrêt maladie par un médecin, j'espère que je ne le souhaite pas, quoi. C'est quand même assez unique comme situation. Et donc, sans Ashoka, je n'aurais pas pu remettre le pied à l'étrier. Et d'ailleurs, il y avait une question. Est-ce que tu as un conseil? Comment est-ce qu'on s'arrête à temps avant comment on arrive à faire une pause avant de passer au burn-out? Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas jusque-là? Bah, c'est une bonne question. La pause avant le burn-out. Bon, maintenant, j'ai identifié plusieurs signes par rapport à l'anxiété. Mais ça, c'est pareil. Avant d'être diagnostiqué Asperger, je pensais que l'anxiété, c'était normal et que ça faisait partie de la vie. Depuis, j'ai un accompagnement spécifique qui a complètement fait chuter l'anxiété. Donc, j'ai cru pendant un temps que c'était normal. Et donc, je vous le dis, être anxieux, ça n'est pas normal. Il faut aller voir quelqu'un si vous êtes anxieux, même si c'est un tout petit peu anxieux. Ça n'est pas normal et surtout, c'est comorbide. C'est-à-dire que ça vous détruit de l'intérieur, même une légère anxiété. Hein. Donc ça, c'est pas du tout normal. Alors, on ne peut pas se bourrer de médicaments non plus, ce n'est pas la solution. Il faut demander de l'aide à des gens qui savent nous aider, c'est-à-dire des psychiatres ou des psychologues. Ça dépend de la situation. Donc l'anxiété, c'est un sacré signe. Et puis après, le temps de travail, quand même, c'est une forme D'alerte. d'alerte, ouais. Je pense que ça dépend du corps de chacun, mais il faut savoir mettre des arrêts. Il faut savoir au moment faire des breaks, quoi. Il faut gagner en efficacité et pas en quantité. Donc voilà, le temps de travail. Moi, mon temps de travail, je le plafonne à 50 heures par semaine, 60 parfois, mais avant le burn-out, j'ai jamais travaillé moins de 70 heures. Et j'ai commencé des burn-out vers 120 heures. J'étais entre 70 et 120. Aujourd'hui, je suis entre 50 et 70. Donc après, c'est à chacun sa limite. Ce qui est sûr, c'est que dans l'entrepreneuriat, on ne travaille pas 35 heures, mais 35 heures, ça a été pensé pour des gens qui ont des métiers pénibles, laborieux, enfin, des gens qui ne sont pas épanouis dans leur travail, comme 76% des Français. Hein. Mais si vous êtes entrepreneur, on ne travaille pas 35 heures. Et il n'y a jamais la pierre à jeter sur ceux qui travaillent 35 heures. Mais vous ne travaillerez pas 35 heures, vous travaillerez au moins 40 si vous êtes fort. Mais je pense que 50, c'est un minimum. Mais c'est normal. Enfin, faites 50 divisé par 8, par 6. Si vous travaillez 6 jours par semaine, c'est pas tant que ça. Samuel, c'est terrible parce qu'il va falloir qu'on conclue bientôt. C'est hyper frustrant parce qu'en fait, on t'aurait bien écouté 3 heures. Si on avait su, on aurait prévu un format de 3 heures. Mais bien, là, on peut déjeuner ensemble, non? Bah, carrément. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur Convivencia, en fait, parce qu'on n'en a pas parlé et c'est important aujourd'hui pour toi? Convivencia, oui, c'est ma boîte de conseil. Donc, c'est une boîte qui reverse tous ses dividendes à Coexister. Donc, quand on génère des profits, on les reverse à l'association. Et puis, c'est une boîte qui accompagne les grandes entreprises dans la gestion du fait religieux et de la laïcité. Donc, on accompagne aujourd'hui 5 grands groupes. Attendez, je vais vous montrer un autre objet encore, j'arrive tout de suite. Ça, c'est mon groupe préféré. Et je ne sais pas s'ils sont connectés, mais ce n'est pas pour faire vous savez pas comment on dit, le faillot. Je les aime vraiment beaucoup. Donc, DB Schenker, c'est le leader européen de la logistique, ça appartient à la Deutsche Bahn. Et c'est un logisticien qui m'a beaucoup marqué parce que c'est une boîte qui est dirigée par des Vendéens. Donc, les Vendéens, je ne sais pas si vous connaissez un peu le stéréotype, voilà. Et puis, tous les salariés sont tous arabo-musulmans. Enfin, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. En tout cas, ceux qui conduisent des camions. Et donc, ils ont un énorme problème de vivre ensemble à la base. Mais ils sont ultra bienveillants. Ils nous ont dit, on veut trouver une solution pour répondre aux besoins de chacun, pour permettre aux collaborateurs d'avoir la prière, d'avoir les congés sur les jours qui les arrangent, etc. Et en fait, on est arrivé dans une boîte où il n'y avait pas de méfiance, mais plutôt de l'ignorance mutuelle. Ça fait 1 an et demi qu'on est chez eux et c'est du pur bonheur d'aller sur les terrains, d'aller dans les comment on appelle ça, les hangars de stockage pour les camions
Et donc, voilà, ils m'ont offert ce petit… c'est le seul client que j'ai où j'ai un objet chez moi de livre, parce que les autres clients… non, en vrai, j'ai des clients passionnants. On a Michelin, on a Decathlon, c'est passionnant aussi. Très bien, bah, c'est génial. On a fait le tour de ton appart avec toi. Peut-être pour… Il manque mon lit encore, mais ça, je vous le montrerai pas. Ah ouais, alors voilà, effectivement. Et puis ta salle de bain, on n'aura pas tout vu non plus. Mais bon, on peut reprogrammer quelque chose si tu veux. Peut-être pour conclure, est-ce que tu peux nous partager un de tes plus beaux flops d'entrepreneur social, un truc qui a vraiment pas marché, voilà. Et puis aussi peut-être un conseil, quelque chose que tu as envie de dire à ces étudiants engagés? Mon plus gros flop, il y en a beaucoup, hein. Il y en a tous les ans des flops. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup d'idées, parce qu'il y a une part de flop indispensable. Il y en a qui sont très drôles, mais je ne sais pas, là, je pense à 2-3 flops. Coexister Europe, c'est un énorme flop. On a créé une fédération européenne de coexister en dehors de France qui ne marche pas du tout. On a pris le truc dans le mauvais bout. Il y a des groupes coexister en dehors de France, mais en fait, ils n'ont pas du tout la solidité pour créer des coexister, Allemagne, Angleterre, etc. Donc, on va changer la méthode, là. Et donc, on a fait 6 ans de coexister Europe, complètement dans le mauvais sens. Et on repart à zéro, en fait. Vous allez faire comment? En fait, on va créer une sorte de, on va faire une sorte d'assemblée constituante, qu'on appelle les assises, en appliquant les noms français. Alors qu'en fait, au début, on s'était dit, voilà le modèle, est-ce que vous voulez le répliquer? Mais ça ne marche pas. Ça marche pas parce qu'ils ne s'y projettent pas. Et donc, en fait, là, on va tout changer en disant, voilà, on implique tous les Allemands, les Belges, les Suisses, mais même des Philippins maintenant qui sont dans le truc, qui veulent créer coexister chez eux. Et on va leur demander comment est-ce que vous voulez qu'on crée ce coexister global ensemble. Vous avez fait un truc centralisé à la française, quoi. Ouais, voilà, jacobin comme on aime. Ça sert à quelque chose de dire Bourdieu. Non, c'était pas tant que ça, parce qu'en vrai, coexister n'est pas centralisé. C'est juste qu'on n'a pas… Je pense qu'on a eu peur d'ouvrir les décisions fondamentales. Déjà, en France, on est très démocratique, mais au moins, il y a la culture française, tout ça. Puis je pense que les fondateurs, ils disaient, il y a l'aura, le charisme. Donc, quand les fondateurs parlent, tout le monde se tait. On se dit, en Allemagne, on va parler, tout le monde va nous dire, t'es qui toi? Donc, ça nous faisait peur. Donc, maintenant, on a levé ça. Il y a un flop aussi, c'est l'association des alumni. Elle n'a pas du tout marché. On va en refaire une autre. Il y a aussi… alors, attendez, il y a un truc récemment pour notre 10e anniversaire. Il y a un énorme flop. Bon. Mais voilà, des flops, il y en a beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut… En fait, par rapport aux flops, l'idée, elle est très simple. L'important dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir été là, parce que ça, c'est irremplaçable et ça ne s'effacera jamais. On aura toujours été là. Et pas d'avoir réussi. Parce que d'avoir réussi, ça s'efface toujours. Donc, c'est vraiment très important de retenir ça. L'important, c'est d'avoir été là et pas d'avoir réussi. Et surtout, si on vous a appris à l'école que l'important, c'est pas de réussir dans la vie, c'est de réussir sa vie, j'ai envie de vous dire que les deux sont complètement faux. Vous n'avez rien à réussir. Mais genre vraiment, la seule chose à faire, c'est de le vivre. Et si vous le réussissez, tant mieux, ce ne sera pas que grâce à vous, ce sera aussi clairement grâce aux autres. Et si vous échouez, tant pis, ce ne sera pas qu'à cause de vous, ce sera aussi à cause des autres. Donc vraiment, j'insiste vraiment là-dessus que le jour où j'ai compris ça, ça m'a protégé de beaucoup de problèmes. Il n'y a rien à réussir. Il y a juste à le vivre le plus intensément possible. Et ce qui compte, c'est qu'à cet instant T, vous sentiez que vous donniez le meilleur de vous-même. Et si vous donnez le meilleur de vous-même, il y a de fortes chances à parier qu'il y aura des résultats. Mais s'il n'y a pas de résultats, ce n'est pas grave parce que de toute façon, dans 50, 100 ans, personne ne se souviendra de vous et donc de toute façon, ça aura disparu. Désolé, hein, mais donc ce qui compte, c'est de le vivre et de le faire le mieux possible et pas de réussir. Génial. Ça, c'est une conclusion magnifique. J'ai encore envie de te poser plein de choses. Et là, ce qu'on voulait vous proposer avec Asna, c'est qu'en fait, tout le monde réagisse voilà, et transmette, remercie Samuel sur en fait, un tableau blanc qui va apparaître. Voilà, et que vous mettiez ce que vous avez, vous, envie de partager à Samuel qui a accepté de nous… d'être 1 heure avec nous. Alors, il y a déjà des demandes pour faire un deuxième live, Samuel. Donc, voilà. Et donc, pour ça, il faut que vous alliez dans options d'affichage en haut et annoter. Et voilà, le tableau blanc va se remplir petit à petit. J'ai vu ça, c'est trop drôle. Ouais, c'est génial. Donc, merci. Peut-être pendant que ça se remplit, tu peux aussi nous partager ton plus gros kiff. Je ne sais pas, j'ai l'impression que tu en as eu plein, donc c'est peut-être pas la bonne question à te poser. Ah non, Ton plus gros kiff d'entrepreneur social. Ouais, il y en a quelques-uns. Il y a beaucoup de kiffs, heureusement, mais il y en a qui sont plus hauts que d'autres. Alors, j'en prends 2 là comme ça qui m'ont vraiment marqué. Le premier kiff, c'est quand je suis rentré du Tour du Monde en 2013-2014, quand Coexister avait 5 ans.
Donc, je suis parti avec un juif chrétien, un musulman, athée agnostique. On a fait le tour du monde à la recherche des initiatives sœurs de coexister, donc des initiatives interreligieuses. Et quand on est rentré en France, on a atterri à Charles de Gaulle avec conférence de presse, AFP, etc. Il y avait tous nos proches, tous nos amis, etc. Et en fait, la fin de ce tour du monde, c'était un des trucs les plus beaux de ma vie dans l'entrepreneuriat, d'avoir bouclé ce tour, d'être revenu vivant, de ne pas être mort dans un accident d'avion, d'avoir géré mes anxiétés, mes phobies pendant un an, d'avoir bouclé la boucle en fait, et surtout d'être parti de France à l'Est, d'être revenu à l'Ouest. Ça, c'était vraiment une expérience incroyable, parce que je suis parti vers l'Allemagne, on est revenu par Montréal, sans jamais faire demi-tour. Donc ça, c'est vraiment une expérience, c'est fort comme truc. Ça m'a beaucoup marqué cette arrivée du Tour du Monde. Et puis un autre truc très fort, je pense, c'était le concert de notre 10e anniversaire. C'était au Trabendo, c'est une petite salle à côté du Zénith. Il y avait 700 personnes. Il y avait Jonel Jacksman, l'humoriste qui était là. C'était tellement drôle. Il a fait un truc tellement drôle sur les religions. Et puis il y avait Teamed Up qui nous a fait un concert gratuit. C'était trop fort. Ce concert-là, en plus, j'étais assez anonymisé. J'ai juste fait un petit discours au début, mais j'avoue que moi, dans mon ego gamin, je pensais qu'au 10e anniversaire, je serais porté au nu, machin. Et en fait, ça, c'est ce que tu crois quand tu lances le truc. Mais en fait, au fond, moi, j'avais pas du tout envie de ça. J'avais envie de voir le résultat et pas d'être mis en avant. Et j'ai adoré ce 10e anniversaire tellement c'était parfait d'équilibre et de relations humaines. Ouais. Bon, les gars, on se revoit comme vous voulez, là. Hein. Moi, Ben ouais, regarde, ça se remplit, c'est juste génial. C'est trop bien. On continue, hein. Vous venez en auditeur libre à Sciences Po, il n'y a pas de problème. Ouais, c'était une question que je voulais te poser. On peut venir suivre tes cours en auditeur libre non, mais ça, il faut faire pression sur Sciences Po s'il y en a qui rentrent à Sciences Po parce qu'ils ne veulent plus. Et ça me rend malade parce que cette année, j'avais 2 entrepreneurs de Saint-Denis que j'avais fait rentrer en Soum Soum dans mon premier cours. Sciences Po là-dessus, ils m'ont dit hors de question qu'ils reviennent. Ça me rend malade. Donc, on va écrire à Sciences Po, on va leur mettre la pression pour… Il faut accepter les auditeurs libres à Sciences Po, les gars, c'est important. On bosse avec eux en plus, donc on va leur en parler. Voilà, c'est hyper important. Super, merci Samuel, c'était juste extraordinaire. Là, je pense qu'on a tous eu le sentiment d'avoir vécu une heure assez extraordinaire avec toi. Voilà, c'était dans le cadre de l'Enactus Festival. C'est pas terminé et donc Asna va nous mettre les prochains rendez-vous à venir. Mais vraiment, on voulait te remercier. C'était juste incroyable. Donc, j'espère qu'on pourra faire d'autres rendez-vous avec toi. Et puis, merci à tous et à toutes d'avoir été là. Donc, ça continue vendredi. Voilà, vendredi, on va savoir qui sont les projets finalistes. Et puis, le 2 juin, on va avoir un beau temps aussi avec Eva et Jean, qui sont les cofondateurs de Phoenix et puis de Lita.co. Ah, Eva, justement, je rentre avec Eva dans la gouvernance du Move. Et ben voilà, donc on les retrouve mardi prochain, le 2 juin. Et puis, vous pouvez retrouver, pour ceux qui ne sont pas encore connectés à notre programme, vous avez là le lien pour vous connecter. Voilà, un immense merci Samuel. Donc, n'hésitez pas à partager ce live qui est sur Facebook. C'était vraiment… voilà, je ne trouve pas les mots. C'était un moment assez intense et extraordinaire. Je relis les commentaires là. Avant que ça coupe, il ne faut pas m'exclure. Oui, non, on ne va pas couper, on va laisser, comme ça tu peux remonter. Et peut-être que Asna, tu peux nous remettre sur… Je ne sais pas si le tableau magique, si tu arrives à te remettre dessus ou pas. Si c'est possible. Tout à fait, oui. Voilà, et un grand merci à Asna pour la technique parce que c'était hyper important. Avec plaisir. Et puis à Karine et à Ilan qui étaient eux sur le live de Facebook en parallèle. Donc voilà, prenez quelques minutes pour relire les commentaires si vous voulez. Merci, merci Samuel, un immense merci. On met de la musique Ouais, et à bientôt, on l'espère. Tout à fait, oui. Un petit Beyoncé. Allez, c'est toi qui nous mets la musique? Ah, c'est moi qui mets la musique. Okay. Asna, tu avais préparé une musique? Alors, j'avais préparé une musique, je ne sais pas si c'est au goût de tout le monde. Parfait, Caravan Palace. Ah, on l'entend plus. Est-ce qu'on peut remettre les noms des podcasts et des livres? Alors voilà, en fait, Samuel, là, ta mission, c'est d'écrire tous les livres, le nom des livres que tu recommandes. Ouais, et les podcasts, si vous me suivez sur Spotify, j'ai créé une playlist. Je ne sais pas si vous connaissez comment on peut suivre une playlist. Il faut suivre quelqu'un. Donc, vous tapez mon nom sur Spotify
Et là, j'ai une playlist qui s'appelle Podcast, où j'ai mis les podcasts où j'ai eu la chance de participer. Et voilà, ça permet d'avoir un recensement de trucs si vous voulez des outils. J'en ai fait 8 sur des sujets très différents, donc je les ai mis dans une seule playlist si vous voulez les voir. Génial. Juste taper mon nom sur Spotify et ensuite vous allez dans liste. Et la playlist apparaît. C'est la dernière liste. Génial, parfait. Bah, du coup, là, on va se faire le plaisir de relire les commentaires et puis de regarder ce tableau magique. Ouais. Voilà, pour ceux qui peuvent rester encore 2 minutes. Un immense merci. Voilà, je pense que les mots parlent sur le tableau blanc. Waouh, j'avoue, il déchire le tableau blanc là. Ok, trop bien. Voilà. Merci. Bon, moi, je reste encore pour le plaisir de relire ça. C'est que sur Zoom. Il y a combien de personnes sur Facebook? Alors, j'ai pas les chiffres. Mais je sais pas si quelqu'un l'a. Bon, en même temps, j'ai rien dit de grave, hein, j'assume. Il y avait une vingtaine de personnes et Cédriane. D'accord. Alors, Donc, l'idée, c'est de maintenant, il faut le faire tourner. Yes. Faites tourner le live. Et puis, suivez ce que fait Coexister. Voilà. Et oui, et si vous voulez aussi me suivre sur Instagram, je mets régulièrement des contenus. En fait, j'ai même une playlist sur Instagram qui s'appelle Bibliographie, où j'ai mis tous les livres qui ont compté. En fait, j'ai fait 5 bibliographies thématiques. Vous savez, c'est ce qu'on appelle une collection. Donc, j'ai mis la collection, la bibliographie sur Instagram. Et sur Instagram, pareil, je m'appelle du même nom que ce que vous voyez maintenant. Alors, c'est effectivement impossible à écrire, mais... Mais comment est-ce que tu arrives à tout faire, sérieusement? Bon, je sais pas. Je suis assez organisé. Tu dors peu la nuit? Si, je dors beaucoup en plus. À 22h, je suis couché. D'accord. Tu es ultra efficace. Je me réveille tôt, par contre. D'accord. Mais par contre, je me fais tirer. Associez-vous avec quelqu'un qui vous tire vers le haut, parce que ma meuf, elle me tire tellement vers le haut. Elle bosse encore plus que moi. Elle bosse aux Nations Unies dans un programme de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et là, elle est partie parce que je fais trop de bruit. Elle revient tout à l'heure. Et en fait, elle bosse tellement qu'effectivement, c'est très encourageant. Bon, mais en fait, l'air de rien, on est en train de continuer le live là, c'est top. Je me lève à 7h tous les jours. Très bien. Même en vacances, je me lève à 7h pile. Et pour le coup, avec ma meuf, on est d'accord là-dessus, donc ça tombe bien parce qu'en vacances, on se dit, on se lève et on lit comme ça. Génial. Bon, ben, je vois que personne ne veut partir en fait, donc on va rester là. Allez, hop, on sort la salade. J'ai jamais vu ça. Bon, Samuel, un immense merci. Avec plaisir. Voilà, à bientôt, on espère. Bah ouais, on peut réfléchir à un truc à refaire plus tard avec grand plaisir. Avec grand plaisir et merci de nous avoir consacré ce temps-là dans ton emploi du temps ultra chargé et ultra organisé. Ça me fait trop plaisir. Et n'oubliez pas que vous avez 80 000 heures de travail à donner dans votre vie, alors les donnez pas à n'importe qui. Hein. Ouais, merci pour cette excellente conclusion. Bah, merci à tous et puis à très bientôt. Ciao. Bonne journée. Ciao, ciao.